Bonjour, alors je suis chez Wave Studio avec Raphaël Rizzo. C'est écrit là, directeur. Wow. Ouais. Fondateur. Exactement. Alors, je veux tout savoir. Voilà, alors je vais pas m'approprier toute la gloire de Wave Studio. Mon collègue n'est pas là aujourd'hui. Au fait, c'est... Les absents toujours tort, hein. Exactement. Je pense qu'il va y avoir la vidéo. Pour la petite histoire, on s'est rencontrés. Moi, j'avais une école de musique, enfin que j'ai toujours, où j'enseigne la musique assistée par ordinateur, donc la composition de musique sur les logiciels. Et dans le cadre de mes cours, j'ai rencontré Anthony, qui lui produisait de la musique électronique, tout comme moi, mais qui avait un bagage, je dirais, plus traditionnel, donc cours à l'EJMA, conservatoire de Lausanne, école Paul McCartney à Liverpool. Donc, le cursus parfait, voilà, exactement. Mais on est en Suisse romande. Exactement. Ah. Donc les possibilités sont un peu limitées, voilà. pour se faire connaître à l'étranger et ainsi de suite. Et on avait tous deux pour envie de proposer nos compétences dans le domaine de la publicité, donc de faire de la musique, que ce soit à l'image, proposer des jingles, enfin toute une palette de services qui avait un rapport avec la communication et la musique. Et on en a longuement parlé, et il y a 4 ans, on a décidé de se lancer. Donc on a monté Wave Studio. J'ai la fonction de directeur, mais c'est lui le producteur, donc à quelque part on contrebalance le travail comme ça. Moi je m'occupe un petit peu plus de la direction artistique, de la gestion avec les clients, gestion des projets, et lui plutôt la production pure et dure. Voilà. Alors, quand on s'occupe du son en Suisse romande, il n'y a pas beaucoup de boîtes de son. Quand vous parlez de clients, qui sont vos clients? C'est des agences ou ce sont directement des marques? Parce qu'aujourd'hui, on voit les marques qui font de plus en plus des opérations, je dirais, de com intégrées. Oui, exactement. Alors, il y a les deux. Il y a les deux, donc on travaille principalement, au début, on a démarché des agences ou des agences nous ont démarché. Donc on était vraiment en prod pure, donc en exécutant souvent en bout de chaîne. Et de plus en plus, les marques se rendent compte qu'elles ont besoin de nous en amont. Tout simplement pour se poser des questions liées à des droits d'auteur, à une cohérence globale de la campagne, et on est amené à rencontrer de plus en plus de clients directs. Mais après c'est très variable, donc ça va de très grosses marques internationales à des petites PME locales qui ont d'autres types de besoins. Donc votre marché de niche, finalement, on peut en vivre en Suisse romande. Oui. Évidemment, il n'y a plus tellement de studios de son. C'est un petit peu ça. Alors on n'a pas beaucoup de concurrence en Suisse, ça se compte sur les doigts d'une main. Nos principales concurrents sont en Suisse allemande. Au fait, ils ont une bonne partie du marché du fait que toutes les directions des grosses entreprises sont la plupart du temps basées en Suisse allemande. Par contre, on a aussi des concurrents internationaux. Donc il y a beaucoup d'agences suisses qui travaillent avec des sociétés comme la nôtre, qui ont peut-être plus d'années d'expérience que nous, qui sont positionnés peut-être bien avant nous sur ces créneaux, et qui répondent à des besoins de production suisse en fait, qui sont décentralisés. Alors la question du son, c'est assez intéressant parce qu'autant on a eu un peu cette problématique il y a quelques années avec l'image, lorsqu'en Suisse romande on a fait de plus en plus de spots. Tout d'un coup, on a vu des art directeurs vraiment spécialisés qui faisaient de l'achat, l'achat d'art, c'est devenu un poste. Là, j'ai envie de dire que grâce à l'Internet, grâce peut-être à YouTube, grâce aux vidéos, et tous les gens qui pompent illégalement des sons, ce qui est totalement illégal, tout d'un coup, la question de la musique est arrivée comme d'une manière différente. Est-ce que c'est pas aussi ça? Tout le monde s'est rendu compte, et le son, c'est pas le dernier truc qu'on met à la fin, mais si on n'a pas les droits, on peut avoir des sacrés problèmes. Clairement. Alors, c'est clair que beaucoup de gens se sont fait cette constatation les 10 dernières années, on va dire, avec la multiplication des supports médias, et puis qu'intègre le son, sur le mobile, il y a du son un petit peu partout maintenant, ça dit présent. Et c'est vrai que, alors il y a des solutions alternatives, typiquement ces librairies de musique libre de droit en guillemets, mais je compare ça souvent à des bibliothèques d'images, on retrouve aussi pour faire des sites internet. On se retrouve tous avec les mêmes images. C'est ça un petit peu ça, c'est dépersonnalisé. Donc nous, l'idée c'est de proposer des solutions. Donc effectivement, il y a de plus en plus de gens qui font appel à nos services, qui se posent la question, comme je vous le disais avant, en amont, en se disant ouais, il y a peut-être des questions de droit d'auteur
qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'on peut mettre en morceaux sur YouTube? Est-ce qu'on peut piquer en morceaux connus? Comment ça se gère? Est-ce qu'on peut faire des copies? Mais jusqu'à quelle limite on peut copier un morceau avant d'être attaqué? Voilà, donc il y a beaucoup de nouvelles questions qui se posent. Alors aujourd'hui, les marques, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent du son original ou alors du son avec des droits qu'on peut quand même acheter mais qui sont pas trop chers? C'est quoi la demande? Ça, honnêtement, j'ai aucune idée. Alors c'est très vaste. Alors nous, on est principalement connus pour faire du sur-mesure. Donc généralement, on nous dit voilà, on a ce spot de pub ou cette campagne et on aimerait habiller ces images avec une musique vraiment sur mesure. Tout simplement, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé de musique libre de droit qui correspondait à leurs besoins, soit qu'ils veulent vraiment personnaliser leur brander au niveau sonore leur campagne. Donc ça, c'est la plus grosse demande qu'on a, généralement. Maintenant, on nous appelle aussi pour, comme je vous disais, pour des questions de droit d'auteur en disant, voilà, on aimerait utiliser cette musique-là, et là on leur explique toute la démarche qu'il y a à faire auprès de la maison de disques, auprès des organismes comme la Suiza qui vont gérer les droits d'auteur. Et puis là, à un moment donné, ça vient vraiment de l'offre et de la demande. C'est vraiment en fonction de la popularité de l'artiste, de sa notoriété, de son envie. Des fois, ils n'ont pas envie de s'associer à telle marque. Je prends souvent l'histoire de Zaz, la chanteuse française, qui a reçu une offre mirobolante pour qu'une marque de voiture utilise un de ses morceaux. Et vu qu'elle est très écologiste, elle voulait rester en adéquation. C'est ça, donc elle a refusé. Ouais. Donc voilà, donc après c'est pas gagné, vous voulez ce morceau, mais c'est pas qu'une question de prix, ça se joue à beaucoup niveau. Et là, c'est votre base source d'inspiration parce que oui, on voit cette magnifique bibliothèque de 33 tours. Exactement. Donc vous êtes des créateurs de sons. Exactement. Finalement, c'est ça votre métier. Voilà, exactement. Donc on fait tout de A à Z. Donc on compose souvent, on nous demande est-ce que vous repiquez des séquences déjà enregistrées par des orchestres ou comme ça, c'est pas le cas. Donc on a des outils qui nous permettent d'articuler chaque instrument en parent comme si c'était nous qui pilotions l'archer. On peut simuler de la guitare, absolument tout. Et ça demande beaucoup de connaissances et de temps de programmation en fait. En image comme en son, il y a des modes. Alors, quelle est la mode aujourd'hui? Quels sont les sons qu'on considère aujourd'hui comme finalement positifs et puis permettant de vendre un produit de manière à rendre un produit friendly? Voilà. Alors, oui, effectivement. Alors, il y a à chaque décennie, on dira qu'il y a des grandes modes liées à la musique. Ces 10 dernières années, on dira qu'il y a eu l'émergence de l'électromusique, ouais. Donc l'utilisation de plus en plus de synthétiseurs et de timbres et de textures en fait électroniques. Donc c'est de plus en plus intégré à l'intérieur des compositions. On le voit même dans des compositions philharmoniques hollywoodiennes. Je prendrai l'exemple d'Hans Zimmer qui fait beaucoup de musique de films, qui lui intègre de plus en plus des sonorités électroniques. Parce que la palette est beaucoup plus large qu'en acoustique. Donc ça c'est le premier point. Et deuxièmement, ça permet de travailler le son vraiment à notre guise. On peut designer le son vraiment comme on veut. Ah ouais, donc c'est la technologie qui a fait que finalement c'est plus simple. Parce que est-ce que ça n'a pas aussi un côté plus clean, plus plus qualitatif au niveau du rendu? On pourrait comparer ça aux définitions HD, exact. Et ainsi de suite, 4K et ainsi de suite. Alors ça vient aussi des logiciels de musique qui permettent de traiter le son de manière plus précise, d'aller plus proche du pixel, on va dire, et puis de détailler un petit peu mieux les éléments. Donc les mix, ce qu'on appelle le mix, donc c'est un peu comme en cuisine, hein, c'est le mélange de différents ingrédients qui au final donne quelque chose de clean, de propre, et de mesuré, d'harmonieux et ainsi de suite. Donc ça c'est un peu nouveau. Et l'autre chose aussi, c'est tout ce qui est dynamique musicale. Maintenant, il y a des outils de compression qui permettent d'avoir des impacts dynamiques plus forts à la source. Typiquement sur un ordinateur, c'est plus facile de régler le son pour que ça sonne bien qu'il y a 10 ans en arrière. Donc ce qu'on entend aujourd'hui, c'est le son le plus juste, le plus proche de la manière dont il a été créé. Oui, ou du moins c'est ce qu'on essaye. D'accord.
Et maintenant, les outils de diffusion aussi permettent d'avoir une meilleure définition. Un petit peu comme avec les TV qui permettent d'avoir une meilleure image. Donc, j'ai envie de dire, en instrument enregistré à sa source, ça fait peut-être 30-40 ans qu'on sait les enregistrer correctement. Mais après, retranscrire ça chez Monsieur Tout le Monde, ça nécessitait des technologies. D'accord. Et qu'est-ce qui va venir après? Parce que très vite, on se fatigue de tous ces trucs. Donc, combien de temps ça dure? Alors ça c'est la grande question. Généralement, comme je disais avant, tous les 10 ans, il y a des grandes modes. Le rock, ça dure à peu près 10 ans. Après, il y a eu l'arrivée du funk, de la disco, ça dure à peu près 10 ans. Les débuts du rap et de la musique électronique et ainsi de suite. Maintenant, on est un peu dans une ère du mélange. On récupère des vieilles techniques d'enregistrement, on les mélange avec des nouvelles techniques, on ressort du grenier des instruments que plus personne n'utilisait, on y trouve de la cohérence et du sens dans des projets artistiques. Maintenant, il y a beaucoup d'expérimentation. On va prendre du funk avec une base hip-hop, y rajouter un peu d'électro, des violons. Le tout, c'est de conserver un certain bon goût, si j'ose dire, une certaine harmonie au milieu de tout ça. Mais c'est ça qui est vraiment nouveau, c'est le mélange de beaucoup de sources d'inspiration. Mais est-ce que ce mélange qui est de plus en plus global ne fait pas qu'il n'y a plus un son, il n'y a plus la traçabilité d'un son? Avant, on pouvait dire c'est de l'électro, c'est du truc français, la pop machin. Finalement, tout le monde fait la même chose et ça peut être fait n'importe où. Donc, est-ce que c'est un problème pour un métier comme le vôtre? Alors, bonne question. Alors, effectivement, il y a moins de traçabilité dans les inspirations et dans la source de ce qui est produit. C'est plus patchwork qu'avant et moins défini. Si avant on pouvait dire ça c'est bleu, ça c'est vert, maintenant on est dans des entre-deux. Alors, c'est ce qui est intéressant parce que la palette est beaucoup plus riche et beaucoup plus grande, donc c'est très bien. Mais pour nous, où ça devient intéressant, c'est qu'avec nos clients, on doit justement réduire l'entonnoir et mettre du sens à ce qu'on fait. Et souvent, on va dans les racines même de la marque pour voir qu'est-ce qu'elles veulent véhiculer comme émotion, comme sensation, peu importe, comme message. Et nous, on essaie de se dire, voilà, est-ce que vous êtes dans le traditionnel? Est-ce que vous êtes dans le moderne? Qu'est-ce qui pourrait faire sens avec ça? Mais souvent, on doit remonter en arrière, comprendre un peu l'histoire des personnes qui ont construit ces maisons, ces marques, peu importe. Et puis, voilà, c'est ça qu'on doit faire. Parce que si on prend un moment clé maintenant dans le temps, puis on se dit, ah tiens, on va faire ça parce que on est en 2018 et puis c'est ça qui est la mode, ça va pas tenir longtemps, ça va être des one-shots et puis c'est pas comme ça qu'on va faire une identité sonore. Ouais, donc le métier, c'est vous êtes un musicologue qui fait de l'identité sonore. C'est un peu ça, voilà. Voilà. C'est simple. C'est ça. On essaye de mettre des mots sur la musique, d'essayer de leur donner des fonctions, d'expliquer. Voilà, on fait beaucoup d'expertise avec nos clients en se disant ça fonctionne, ça fonctionne moins. Pourquoi? Des fois il y a des études scientifiques qui peuvent démontrer pourquoi du comment. Des fois c'est simplement au feeling et on essaye d'expliquer ça aux clients, de réduire comme je disais avant l'entonnoir, de cibler au plus près ce qui nous paraît cohérent. Et puis après on continue dans cette direction pour pas partir dans une marée énorme de possibilités.